Hier dans la nuit, vers 2 heures du matin, heure de France, si je ne m'abuse, j'étais réveillé par les alertes de mon système d'alerte. Le système de l'Afrique des libertés m'alertait du fait que un certain monsieur Mohamed Bazoum venait de tenter une évasion spectaculaire, rocambolesque, digne de Prison Break dans le domaine du cinéma. Il venait de la tenter au Niger. Quand cette information est tombée sur mes tabloïds, j'ai commencé par en douter. En tant que philosophe, j'ai le devoir de commencer par soumettre au crible de la raison critique une information qui me parvient. Car comme le disait Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ce qui est connu, justement parce qu'il est connu, n'est pas connu. Quand on m'a informé de ce fait rocambolesque, ce fait particulièrement croustillant, ce fait bidonnant, j'ai d'abord fait l'effort de parcourir les principaux sites d'information crédibles pour l'Afrique des libertés à propos de ce qui se passe au Niger, à savoir d'abord les sites officiels du gouvernement du Niger et du CNSP. Oui, j'en profite pour dire aux Africaines et aux Africains que les informations qui concernent l'Afrique, nous devons d'abord les prendre des mains des Africains eux-mêmes, et notamment des autorités, des intellectuels, des militants africains crédibles, véritablement engagés pour l'émancipation de notre continent. Ce n'est qu'en deuxième ou en troisième main que nous pouvons regarder les médias des puissances impérialistes, des puissances colonialistes, des puissances néocolonialistes et négrières, car ces médias édulcorent toujours l'information sur l'Afrique. Ces médias tamisent l'information sur l'Afrique pour ne laisser passer que ce qui les arrange, en effaçant ce qui les dérange. Donc, quand il y a une actualité, voici mon réflexe. Que disent les institutions, les gouvernements, les intellectuels, les militants, les citoyens africains les plus intègres, c'est-à-dire ceux qui se battent authentiquement pour l'émancipation de l'Afrique, pour la prospérité de l'Afrique, ceux qui aiment véritablement le peuple africain et qui le servent. Ça, c'est ma première question. Quelle que soit l'actualité africaine, la première source que je consulte, c'est celle des Africaines et des Africains réputés aimer notre peuple. Je ne commence pas par les autres, non. Ce n'est qu'après avoir écouté mes sources les plus crédibles que je m'en vais écouter les sources les moins crédibles, c'est-à-dire la presse de la France-Afrique, c'est-à-dire la presse des puissances anti-africaines, la presse des puissances impérialistes et les experts intellectuels, militants, objecteurs de conscience clairsemés à travers le monde. Voilà la logique de votre serviteur. Donc, c'est ce que j'ai appliqué à l'information qui m'était parvenue. Quoi? Mohamed Bazoum, dans un boubou, a-t-il tenté de s'extirper de la résidence présidentielle où il est en garde à vue? Qui plus est, dans une compagnie étrangement bigarrée. Quoi? Mohamed Bazoum s'est-il reconverti dans le cinéma d'exception, le cinéma de suspense? Mohamed Bazoum serait-il devenu un acteur des films de Hitchcock? Quoi? Bazoum, connu pour sa gouaille, connu pour son verbe facile, son mépris des Nigériens qu'il traitait d'idiots, son mépris des Maliens, des Burkinabés qu'il traitait tranquillement d'incapables, pour son admiration des terroristes auxquels il avait donné le statut de meilleure armée du Sahel. Quoi? Bazoum prenant la poudre d'escampette, c'était un schéma difficile à concevoir. J'essayais d'imaginer les mollets de Bazoum, les mollets saillants de Bazoum tendus dans une course, dans un sprint. J'essayais d'imaginer Bazoum escaladant des murs. J'essayais d'imaginer Bazoum s'accrochant à la bouée de sauvetage d'un hélicoptère secourable. J'essayais d'imaginer Bazoum plongeant dans la broussaille pour se camoufler. J'essayais d'imaginer Bazoum en fuite. Et cela me rappela le titre d'un roman
du grand écrivain camerounais Mongo Betty, la ruine bien cocasse d'un polichinelle. Oui, chaque fois que j'essayais d'imaginer ce tableau, j'étais secoué de spasmes de rire. J'étais secoué d'hilarité. J'étais secoué, en effet, d'une agitation jubilatoire. Bazoum qui court. Bazoum dont la démarche chaloupée augure d'une incapacité de courir. C'était-il soudain redécouvert des vertus d'Usain Bolt? Bazoum se voyait-il désormais en Ben Johnson, en Carl Lewis? Bazoum croyait-il que dans ses jarrets, il y avait l'énergie de notre Zango national du Burkina Faso? Astafroulaye. À 2 heures du matin, j'étais ébloui par cette actualité. Voilà pourquoi je vais vous accompagner dans l'ordre où l'actualité m'est apparue. Je suis d'abord allé consulter les autorités hautement panafricaines et patriotiques du peuple nigérien, les autorités du CNSP. J'ai d'abord commencé par écouter ce que me dit le porte-parole du gouvernement du Niger et du CNSP, le colonel Amadou Aboudraman. Vous savez, lui, il ne parle pas trop. En 2 minutes, il vous donne l'information essentielle. Écoutons-le et notons bien tous les éléments que le gouvernement et l'État du Niger ont relevés dans cette évasion, je dis bien rocambolesque, de Mohamed Bazoum. On va donner la parole au colonel Amadou Abdourahmane, que je salue et que je félicite pour son travail remarquable. Il est le serviteur de la parole orthogonale sur la place du Niger. Chaque fois qu'on voit, on voit le béret bleu du colonel Amadou Abdourahmane à la télévision Sahel, nous savons que le verbe droit va être servi sur la place de Niamey. Et il ne loupe aucune sortie, le colonel Amadou Abdourahmane. Cette nuit, il m'a édifié et nous a décrit d'une manière méticuleuse le spectacle. Permettez-moi de vous mettre un haut-parleur. Ça mérite un haut-parleur. Mon colonel, excusez-moi. Vous allez parler dans un haut-parleur parce que ça mérite d'être bien écouté. Il s'agit d'un schéma. Il s'agit d'un schéma qui mérite d'être bien écouté, mon colonel. Permettez-moi de vous mettre en haut-parleur afin que le peuple africain bénéficie de la densité de votre voix de vérité. Ah, très bien. Vous êtes en haut-parleur, mon colonel. Voilà. Je vous mets là. Et je reviens à votre message qui, cette nuit... Ce jour, jeudi 19 octobre 2023, aux environs de 3 heures du matin, le président de Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 fusiliers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Cette tentative qui a échoué découlerait d'un plan conçu comme suit. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une plante au quartier Tchangaré, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3. À partir de cette plante, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censée les exfiltrer à Birni-Kébi au Nigeria. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer ce plan de déstabilisation de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement saluent le professionnalisme et le sang-froid de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont permis de préserver des vies humaines, et ce, en dépit de l'attitude irresponsable du président déchu et de ses complices. Pour l'heure,
les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République, saisi de l'affaire, a d'ores et déjà ouvert une enquête. La situation est sous contrôle. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale de leur ferme détermination à conduire la transition à son terme, conformément aux aspirations du peuple nigérien digne et souverain, fait à Niamey le 19 octobre 2023. Merci mon colonel pour ce travail remarquable de communication abattu depuis le 26 juillet 2023 jusqu'à ce jour. Colonel Amadou Aboudraman, serviteur de la parole octogonale dans la République panafricaine du Niger. Nous le saluons avec beaucoup de distinction. C'était donc un plan d'évasion en 3 étapes. Une première étape devait conduire le juntar de Niamey qui a fait boum Mohamed Bazoum de la résidence présidentielle aux abords de celle-ci, où était prédisposé un véhicule qui devait l'extirper vers un quartier de Niamey. La deuxième phase, c'était la récupération de Mohamed Bazoum et de sa compagnie de fortune vers ce quartier appelé le quartier Tchangari. Et puis à partir de ce quartier, la troisième phase était envisagée. C'était l'acheminement de Mohamed Bazoum vers 2 hélicoptères d'une puissance étrangère. Le fait que le nom de la puissance étrangère n'ait pas été cité laisse ouvertes les hypothèses sur la puissance étrangère qui pourrait avoir promis ou garanti des hélicoptères d'évasion. On peut imaginer que le gouvernement nigérien vise la puissance française. On peut imaginer qu'il vise la puissance nigériane, le Nigeria, puisqu'il était question de l'exfiltrer vers le Nigeria. On peut imaginer que le gouvernement nigérien vise la puissance ivoirienne, c'est-à-dire M. Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. On peut imaginer que cette puissance étrangère pourrait être le Bénin, eh bien, de Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement. On peut imaginer que cette puissance étrangère pourrait être la Guinée-Bissau, eh bien, du généralon vaurien Mbalo Sissoko alias Guterres Madi. On peut imaginer que cette puissance étrangère pourrait être le Tchad du vassal Mahamat Kaka. On peut imaginer que cette puissance étrangère pourrait être le Sénégal du vassal Macky Sall. Il faut, dans le concept de puissance étrangère, faire la liste de tous les ennemis jurés actuels du Niger et ils sont concernés dans cette accusation. C'est une accusation qui est une accusation cryptée, comprenant la liste de tous les pays membres de la CEDEAO et de leurs tuteurs qui veulent à tout prix faire la guerre au Niger pour restaurer un régime qui va accepter l'exploitation continue des richesses du Niger au détriment du peuple nigérien. Une fois que j'ai eu connaissance de cela, j'ai donc entrepris de réfléchir à la signification de cette tentative d'évasion. Rappelons-nous que M. Mohamed Bazoum a, coup après coup, tenté ceci. Premièrement, quand il a été renversé par sa propre garde présidentielle et par le chef de sa garde présidentielle, le général de brigade Aboudraman Tiani, Mohamed Bazoum a sollicité l'intervention militaire de la France, qui dispose d'un corps de 1500 à 3000 hommes sur place au Niger. Bazoum n'a pas pu obtenir l'intervention militaire de la France. Quand Bazoum a échoué à obtenir l'intervention militaire de la France, il a essayé d'instrumentaliser la garde nationale du Niger. Mais la garde nationale du Niger n'a ni la puissance de feu, ni la capacité tactique et stratégique d'affronter les troupes qui étaient coalisées désormais autour du général Aboudraman Tiani, c'est-à-dire de la garde présidentielle, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et des renseignements généraux du Niger. Voilà pourquoi l'hypothèse de la garde nationale, eh bien, a fait pchit. Mohamed Bazoum ne s'est pas arrêté là.
Bazoum a écrit une lettre à l'adresse de la puissance américaine à travers le grand quotidien américain, le Washington Post. Il a écrit une lettre en anglais dont le dernier paragraphe était clair. Il appelait les États-Unis, il appelait les puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies, il appelait globalement les puissances du bloc occidental, c'est-à-dire de l'OTAN, à intervenir militairement au Niger, non seulement pour dégommer le régime du CNSP, pour dégommer, bien sûr, le général Abdourahmane Tiani, mais pour le restaurer au pouvoir. La lettre est disponible. Bazoum n'obtenait rien. La puissance américaine ne bousait pas le petit pas. L'OTAN restait prudemment à l'écart du bisbis de Niamey. Bazoum ne s'arrêtait pas là. Il actionnait avec le soutien de ses amis néocolonialistes français. Il actionnait la CEDEAO. Comme le dira le président Laurent Gbagbo, il pistonna la CEDEAO pour que celle-ci déclare ouvertement la guerre au Niger, sans même respecter le règlement de la CEDEAO, sans même consulter le Parlement de la CEDEAO, sans même respecter les constitutions des pays, des États membres de la CEDEAO. Ce n'est qu'après que Tinubu découvrait qu'il n'avait pas le droit, en tant que président de la République fédérale du Nigeria, de déclarer la guerre, sans l'autorisation de l'ensemble du Parlement nigérian, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants réunis. Sans leur autorisation, Tinubu n'a pas le droit de déclarer la guerre au Nigeria. Ouattara Draman, qui est un ennemi de la loi, un légiphobe et un légicide fiefé, lui ne s'embarrassait même pas de lire la constitution qu'il a rédigée en 2016, laquelle lui interdit de déclarer la guerre sans avoir reçu pour cela le vote et le soutien de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès. Ouattara ne s'en embarrassait pas. Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, semblait ignorer qu'au Bénin, on ne peut pas déclarer la guerre sans le soutien du Parlement. Il se précipitait, tout comme le généralon vaurien de Bissau, Mbalo, il se précipitait, tout comme Macky Sall qui dépêchait sa ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall, laquelle, en mer africaine indigne, annonçait que l'armée sénégalaise était prête à aller tuer les Nigériens pour imposer l'ordre néocolonial. Bref, tous se précipitèrent à déclarer la guerre, pistonnés par les néocolonialistes, pistonnés par l'ancienne puissance coloniale, pistonnés par l'influence néocoloniale, sans avoir même lu leur torchon de constitution, qui leur interdisait formellement d'envisager de mener une guerre sans ne serait-ce que l'assentiment de leur représentation nationale, quoique ces représentations nationales soient frelatées et composées de tambourineurs, de bénéouiouis, de moutons de panurge, de lèche-cul, d'individus complètement invertébrés, d'individus lobotomisés, phagocytés, d'individus complètement stipendiés qui font la honte de la représentation nationale des peuples africains. Triste représentation nationale que celle que les peuples africains ont aujourd'hui dans leur écrasante majorité en ce temps. Donc, Mohamed Bazoum tentait de mettre la CEDEAO en guerre contre le Niger pour son pouvoir personnel et pour la survie de l'ordre néocolonial imposé depuis la pseudo-indépendance de 1960 à notre peuple africain du Niger. Oh, que nenni, cela ne marchait pas. Le Parlement nigérian se révoltait contre Tinubu Adebola, lequel continuait son sommeil ronflant qui se poursuit jusqu'à cet instant. Talon voyait la chefferie traditionnelle béninoise, le peuple béninois et même les leaders politiques béninois se démarquaient de lui. Talon voyait son propre parti politique grincer des dents et il voyait la lenteur que l'armée béninoise avait à rassembler ses quelques munitions, une armée qu'il avait préalablement humiliée en faisant venir l'armée rwandaise pour sa propre protection. Comment Talon avait-il encore le pouvoir de commander à l'armée béninoise, puisqu'il l'avait désavouée, en considérant qu'elle était incapable de défendre le territoire béninois et qu'il faudrait des soldats du dictateur, ennemi de la paix au Congo, Paul Kagame, pour qu'il y ait la paix dans le pays ouest-africain du Bénin. Le Dahomey de Glele et de Béhanzin était humilié par Talon, Talon qui précipitait des dizaines, des centaines d'entreprises et des milliers, des dizaines de milliers, des millions de familles
du côté béninois et comme du côté nigérien dans la misère, en fermant stupidement la frontière sur ordre des puissances néocolonialistes, alors même que les peuples béninois et nigériens proclamaient leur indéfectible union et refusaient d'obéir à ces injonctions sauvages. Ouattara Draman, qui n'a jamais eu d'armée que pour mater les Ivoiriens, massacrer les Ivoiriens, brutaliser les Ivoiriens, faire du mal matin, midi et soir au peuple ivoirien, se retrouvait dépourvu d'armée quand il fallait oser traverser les frontières du Burkina, traverser les frontières du Bénin et consorts pour aller attaquer le Niger. Ouattara ne fut même pas capable de monter un commando, même pas de 50 individus. L'armée ouattarienne multiplia des arguties pour ne pas combattre. Ils demandèrent pour les uns 25 millions, d'autres pour 30 millions. Ils jurèrent que sans assurance vie, il était hors de question qu'ils allassent risquer leur vie. Ouattara Draman se retrouva au dépourvu. Doumbia n'était pas capable de lui fournir une armée en âge de combattre. Voilà comment Macky Sall lui-même, qui s'était juré aux premières heures des menaces de la CEDEAO de projeter les troupes sénégalaises sur Niamey et de rétablir l'ordre pseudo-constitutionnel bazoumien, Macky Sall disparut et ne parla plus de la crise nigérienne, se préoccupant davantage de martyriser notre peuple sénégalais et d'empêcher le futur président élu de la République du Sénégal, le grand combattant Ousmane Sonko, de jouir de ses droits civiques. Voilà comment la CEDEAO s'était humiliée elle-même. Et Bazoum, à partir de cet instant, me dit un internaute commentant une de mes vidéos, avait remis pour lui à Dieu. Car, après avoir essayé de faire combattre la France pour lui, échoué. Essayé de faire combattre la garde nationale nigérienne pour lui, échoué. Essayé de faire combattre les organisations terroristes pour lui, Al-Qaïda et l'État islamique, échoué. Essayé de lancer une rébellion pour lui, échoué. Essayé de faire combattre la CEDEAO pour lui, échoué. Essayé de faire combattre les États-Unis d'Amérique et l'OTAN pour lui, échoué. Un internaute me dit, Bazoum a remis pour lui à Dieu. Or, c'était mal connaître Bazoum. Zumba, Moubaz, Muboza Zaboum, dans sa manière inimitable de s'asseoir, est un ancien et indécrottable rebelle du Sahel. Cet individu issu du sud de la Libye a toujours eu plus d'une corde dans son sac. Or donc, pendant qu'on croyait Bazoum revenu à des humeurs beaucoup plus ordinaires, puisque désormais, ses avocats portaient plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO, puisque désormais, Bazoum comptait sur la justice pour retrouver la liberté, Bazoum bénéficiait même d'une décision relativement positive du tribunal de Niamey pour son fils, qui était en détention avec lui. On avait cru Bazoum revenu à de meilleurs sentiments, prenant conscience du fait qu'il avait perdu le pouvoir, notamment quand son mentor et son fabricant principal, Mahamadou Issoufou, le lâcha, en s'opposant à toute idée d'intervention armée contre le Niger. On pensait que Bazoum avait compris que Alea Yacta Est, que Fata Libellisunt, on pensait que Bazoum avait compris que le CNSP est digne de la devise latine qui dit « Fluctuat nec mergitur ». Le CNSP peut tanguer, il peut tanguer, mais jamais, jamais il n'est noyé. Car il est au service du peuple nigérien, il est soutenu par le peuple nigérien et il est porté par la grande vague de l'éveil africain, de l'éveil panafricaniste. On croyait Bazoum convaincu que son sort était de la ramener un peu moins, de demander pardon, de solliciter la réconciliation, de solliciter la clémence des maîtres du Niger. Oh que non! Bazoum n'avait pas changé sa manière inimitable de s'asseoir. Or, les autorités nigériennes du CNSP avaient pris une précaution dont on mesure aujourd'hui tout l'intérêt. C'était de laisser Mohamed Bazoum continuer à communiquer avec ses interlocuteurs à l'extérieur. Une première fois, le CNSP et le président Tiani lui ont fait comprendre que tout ce qu'il racontait dans son téléphone était écouté. Et que par conséquent, s'il lui était permis de téléphoner, c'était aussi parce qu'il était permis aux autorités
pour la sécurité du Niger de l'écouter. Mais Bazoum, qui, bien sûr, avait multiplié entre-temps des canaux de communication dont il croyait qu'ils échappaient au contrôle du gouvernement et du CNSP, Bazoum n'avait jamais arrêté de multiplier des techniques pour préparer une opération spéciale afin de s'extirper à sa détention actuellement en résidence surveillée. Voici donc le plan monté par Bazoum. Un plan en 3 étapes qui nous a été révélé par le colonel Amadou Abdou-Draman, porte-parole du CNSP et du gouvernement. 1. Départ de la résidence en compagnie de 2 gardes de corps et de 2 cuisiniers. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment là le côté cocasse de Bazoum. Bazoum veut fuir et déjà, il pense déjà à sa nourriture pendant la fuite. Il pense déjà à ce qu'il va manger durant la fuite. Il prend sa famille, ceux des membres de sa famille qui restent avec lui. Il prend 2 gardes de corps. Il prend 2 cuisiniers pour fuir avec eux. Mais ça fait beaucoup. Je ne sais pas quel film d'évasion Bazoum a lu, mais ça fait quand même trop de gens pour une seule évasion. Deuxième élément, il pense pouvoir sortir de la résidence présidentielle et alors à ce moment-là, traverser les murs de la résidence présidentielle pour se retrouver hors de l'enceinte de la résidence présidentielle où il est gardé et monter dans un véhicule. Il s'agit là d'une forme de mépris envers le CNSP. Comment le CNSP peut-il maintenir Bazoum en détention sans encercler complètement la résidence présidentielle dans laquelle il est logé? Et non pas d'un seul cercle, mais de 1, 2, 3 cercles. Et sans avoir en permanence le renseignement aérien sur ce qui se fait dans cette résidence. Et sans avoir en permanence le renseignement de proximité. Les caméras sur ce qui se passe dans cette résidence et autour d'elle. Mais quel CNSP Mohamed Bazoum avait vraiment. C'est-à-dire que la tentative d'évasion de Bazoum était un mépris de l'intelligence de l'armée nigérienne. C'est une insulte à l'intelligence de l'armée nigérienne. On ne peut pas s'évader en un aussi grand nombre. Bon, c'est vrai que Mohamed Bazoum a dit que les terroristes étaient plus intelligents que les soldats nigériens. Et c'est cette illusion dans laquelle il se nourrissait qui explique la grossièreté de sa tentative d'évasion. Tu prends ta famille, tu prends 2 cuisiniers, parce que tu penses déjà à comment tu vas manger pendant ton évasion. Tu prends 2 gardes de corps, et puis tu décides de sortir d'un dispositif que tu ne contrôles pas. Un dispositif dans lequel tu n'as aucune troupe amie. Peut-être que tu as réussi à corrompre 2 gardes de corps. Mais qu'en est-il de tous ceux qui encerclent la résidence présidentielle? Qu'en est-il de tous ceux qui encerclent la zone présidentielle? Qu'en est-il des moyens aériens dont dispose la garde présidentielle, les forces de sécurité du Niger, pour te capter? Qu'en est-il de tout cela? Bazoum, en effet, par cette tentative d'évasion, révèle qu'il n'avait pas compris que l'armée nigérienne est supérieure aux terroristes. Je recommence une deuxième fois. Par cette tentative d'évasion cocasse, Bazoum révèle qu'il n'avait pas compris que l'armée nigérienne est supérieure aux terroristes. Il n'avait pas compris ça. Bazoum n'avait pas compris ça. D'accord? Deuxième élément, Bazoum compte sur un véhicule qui va venir se garer aux abords de la résidence présidentielle et le récupérer derrière le mur. Mais est-ce que Bazoum a vérifié la vigueur de ses mollets? C'est là qu'on donnera la parole tout à l'heure à M. Ouattara, qui est très en colère après l'échec de Bazoum. On va écouter M. Ouattara en train d'expliquer pourquoi Bazoum a échoué. Parce que lui, c'est un spécialiste du sauté-clôture. Et il faudra qu'il nous explique lui-même les raisons pour lesquelles ça a échoué. Bon, Bazoum devrait vérifier que lui et tous ceux qui l'accompagnent sont capables de sauter un mur d'une résidence présidentielle. Ils sont capables de grimper même sur une échelle de fortune, au risque d'en dégringoler et de se ramasser à la petite cuillère. Est-ce qu'ils ont cette capacité physique? Bazoum a-t-il pris le temps de vérifier? Alors, sur cette deuxième étape de l'évasion, il y a quelque chose d'assez cocasse. Moi, j'ai déjà observé des vidéos de M. Bazoum en train de marcher. Quand je le vois marcher, il a une démarche chaloupée et il a un léger déséquilibre du corps vers un côté. Alors, comme les images sont souvent en vidéo, moi, je ne l'ai jamais vu en visuel physique direct.
Je ne peux pas dire si c'est son côté droit ou c'est son côté gauche, mais Bazoum a un côté de son corps qui est penché. Et de ce point de vue, il ressemble à Alassane Ouattara. Il a une inclinaison corporelle partielle. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Ce qui fait que Bazoum, il marche comme ça. Il marche en déséquilibre. Donc c'est déjà quelqu'un qui, d'un point de vue purement visuel, ne dispose pas de l'équilibre physique nécessaire et qui plus est à l'âge avancé qui est le sien. Et avec sa masse corporelle, l'exercice qui lui a été proposé, une évasion avec la possibilité de sauter une clôture, c'est inhumain. C'est pas gentil de lui proposer ça. On peut supposer que malgré la perte du pouvoir et les soucis que cela entraîne, M. Bazoum tourne autour des 90 kilos minimum. Minimum 90 kilos. Avec déjà son asymétrie corporelle et son inclinaison qui indique en réalité une faiblesse axiale du corps, c'est-à-dire une non-maîtrise de ses mouvements kinesthésiques et synesthésiques. Ce qui indique donc en fait un non-contrôle de l'ensemble de ses mouvements et un déficit de coordination corporelle. Qui peut envoyer un type pareil grimper sur un mur? Ce qui plus est, un mur d'une enceinte d'une résidence présidentielle, qui est un mur ardu. Un mur de nature à faire souffrir celui qui l'affronte. Est-ce humain et est-ce même acceptable qu'un homme de l'âge de Mohamed Bazoum, si on enlève son âge dit officiel, Bazoum a largement plus de 70 ans. Sa démarche chaloupée, qui rappelle l'autre en point-virgule, indique que vraiment, c'est un homme auquel on ne peut pas sans risque de le récupérer en miettes, faire ce type d'exercice. C'est le côté irréaliste de sa tentative d'évasion. En quoi a-t-il cru? Et nous nous poserons la question et nous demanderons à M. Ouattara, il va dire ça là au téléphone rouge. Qu'est-ce qui a fait croire à M. Mohamed Bazoum que soudain, à son âge avancé, il serait capable de cette prouesse physique? Ouattara va nous dire ça. Parce que tout cela ne peut s'expliquer que par des raisons irrationnelles. Rationnellement, Mohamed Bazoum ne peut pas avoir vraiment pris le risque de tenter cela. Il fallait que Bazoum se crût en détention de moyens surnaturels pour tenter cela. Enfin, on va à la troisième étape. Il était supposé aller au quartier, j'ai entendu Tchangari, il devait aller dans ce quartier-là, et là-bas des hélicoptères viennent le chercher. Mais il faut que M. Bazoum soit particulièrement naïf pour penser que l'armée nigérienne n'a pas un contrôle radar de son ciel. Et surtout, en cette période où la coopération est très forte entre l'Alliance des États sahéliens et la Fédération de Russie, il faut que M. Bazoum soit particulièrement naïf pour penser que les autorités nigériennes ne possèdent pas le renseignement satellitaire, grâce auquel elles combattent efficacement aujourd'hui les terroristes, comme les autorités maliennes et les autorités burkinabées. Comment deux hélicoptères peuvent-ils voler au Niger, se rapprocher, être dans la capitale, sans avoir été repérés ni par les DCA nigériennes, ni par les hélicoptères de surveillance, ni par les forces de contrôle et de renseignement du Niger? Voilà une troisième étape qui est typiquement impossible si on ne suppose pas que Mohamed Bazoum a procédé à une préparation irrationnelle. C'est une tentative d'évasion qui n'a pu être pensée que par quelqu'un qui se croyait détenteur de moyens exceptionnels. Et c'est M. Ouattara qui va nous donner l'explication. Sur quoi Bazoum comptait? C'est M. Ouattara qui va nous le dire. Car concrètement, les trois étapes qui ont été décrites par les autorités nigériennes, un Bazoum rationnel et logique n'aurait pas tenté cette évasion. Un Bazoum rationnel et logique n'aurait pas tenté cette évasion. Car il n'a aucune chance d'échapper aux forces de défense et de sécurité du Niger avec le schéma qu'il a tenté. Il faut donc supposer, écoutez bien mon raisonnement, que Mohamed Bazoum se croyait protégé par des forces spéciales qui ne sont pas des forces physiques, mais des forces métaphysiques. Il faut donc supposer que Bazoum a misé sans doute sur la magie. Il a misé sur la superstition. Et dans ce domaine, il a un patron, il a un guide, il a un inspirateur incontestable. C'est le chameau Gaspard Dieudonné, auquel nous allons maintenant donner la parole en mode comique pour qu'il nous explique. Car pour M. Bazoum, la tentative n'a même pas arrivé à la barrière. À peine, il n'est même pas arrivé à la barrière que déjà il avait été pris et mis désormais en prison de sécurité, puisque les avantages qui lui ont été accordés, eh bien, il n'a pas considéré ces avantages comme des privilèges,
Désormais, tout ceci lui a été retiré. Bazoum se retrouve en prison de haute sécurité alors qu'il était en résidence surveillée. Comme le disait Georges Brassens, il y a des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il y a des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Bazoum était une biche qui avait un beau cerf. Il avait une résidence surveillée. Il a décidé de remplacer son beau cerf, sa résidence surveillée, par un sanglier, la prison militaire. Il a aggravé tranquillement sa propre affaire. Mais Bazoum n'a pu prendre ce risque que parce qu'il était animé de la croyance qu'il était protégé par une énergie surnaturelle. Vous savez, comme le disait l'historien camerounais Léopold Moumé Etia, l'Afrique abonde de mystères. Si Bazoum s'est comporté de cette façon-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui a mis dans sa tête qu'il était capable d'être invisible. Mais qui? C'est Ouattara Draman qui va nous le dire. Car c'est lui qui est bien souvent dans toutes les opérations les plus louches du Sahel. Et c'est lui l'avant-garde de la manipulation du néocolonialisme dans cette sous-région. Donc, nous arrivons au moment culminant de cette émission où nous allons passer en mode ironique, en mode comique. Pour mieux comprendre le comportement irrationnel de Bazoum, il faut retrouver son conseiller irrationnel. Le chameau Gaspard Dieudonné, qui est derrière cette tentative d'évasion, à n'en point douter, d'autant plus que lui-même est un spécialiste de l'évasion. Et il a cru pouvoir faire un transfert de compétences à son poulain, Mohamed Bazoum. Monsieur Ouattara, venez ici. Monsieur Ouattara, venez ici. Vous ne répondez pas, mais je mets votre musique. Monsieur Ouattara, venez ici. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie.